Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Il reste peu de temps pour voter au prix du public 2023. Le Cybertruck de production est enfin présenté. On va commencer à voir de plus en plus des batteries sodium-ion et la Gaspésie-Île-la-Madeleine souhaite électrifier sa flotte de véhicules de transport en commun. On a les réflexions branchées avec Claude Gauthier qui nous parle de la rentabilité ou pas des réseaux de bornes de recharge rapide. On a une chronique Tesla avec Laurent Gigon et en grande entrevue, on a un entretien avec le ministre, M. Benoît Charette. Et on sait qu'on a encore à convaincre des gens au niveau de l'électrification des transports. Donc, merci d'y contribuer. Ça nous aide à faire passer le message et surtout à s'assurer que l'information juste puisse se faufiler. Tout ça et bien plus encore dans la 163e de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le podcast dédié 100% à l'électromobilité, au transport électrique. Et Silence on roule est le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un magnifique 2 semaines. Écoutez, encore une fois, c'est vraiment une période de l'histoire vraiment très particulière dans laquelle il se passe tellement de choses en lien avec l'électrification des transports. C'est une bénédiction là, de vivre cette époque-là, ce changement-là, ce bouleversement-là, et d'être aussi privilégié de pouvoir partager avec vous, chers auditeurs, sur tout ce qui se passe. Écoutez, la semaine dernière, l'événement, ça a sans doute été l'événement Tesla pour marquer les premières livraisons du Cybertruck, le fameux Cybertruck où plusieurs personnes croyaient qu'on ne se rendrait jamais à ce moment-là, mais voilà, ça faisait quelques semaines qu'on voyait des véhicules circuler un peu partout en Amérique du Nord, et puis, c'est ça, la semaine dernière, grand lancement. On a d'ailleurs fait une émission spéciale, un hors-série, moi et Laurent Gigon, donc si vous n'avez pas écouté ça et que vous êtes abonné, il faut être abonné pour avoir tous nos hors-séries. Allez écouter ça. On vous fait un petit nos réactions là, suite à cet événement-là qui a annoncé les premières livraisons et aussi donne un peu plus de détails là, sur les performances et les caractéristiques du véhicule en question. On aime ou on n'aime pas, mais quoi qu'il en soit, ça reste intéressant de voir un peu ce que Tesla a fait avec ce produit-là. Aussi, je voudrais vous parler de 2 choses très importantes. La première, le retour du concours Macapuche, donc les protèges ports de recharge avec l'hiver qui s'en vient, les intempéries. On veut un peu là, s'assurer que notre port de recharge, lorsqu'on branche notre voiture le soir en arrivant à la maison puis qu'il annonce pas mal de neige ou de grésil pendant la nuit, on veut pas que tout ça prenne dans la neige et la glace. Donc, macapuche.com, ils offrent un protège le port de recharge très intéressant et on en fait tirer un pour nos auditeurs. Écoutez, on fait ça régulièrement là, toutes les années. Et puis, si vous voulez gagner ce protège port de recharge-là, écoutez, le concours est en branle. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, vous allez avoir un mot de passe. Hein. À un moment donné, là, je vais vous donner un mot de passe, vous devez le prendre en note. Alors, voici les critères pour participer au concours. Donc, vous devez aller sur notre page Facebook, sur la page Facebook de Silence on roule. Il va y avoir une publication à cet effet. Dans la publication, vous devez, évidemment, si vous n'avez pas déjà aimé notre page Facebook, vous devez le faire. Vous devez ensuite identifier, taguer, comme on dit en anglais, là, 3 personnes dans les commentaires sous le présent message. Ensuite, bien évidemment, nous, on va sélectionner un gagnant le 19 décembre prochain. On va le contacter et la personne qu'on va contacter le 19 va avoir jusqu'au lendemain, jusqu'à 20h le lendemain, le 20 décembre, pour nous répondre et nous donner les informations suivantes. Évidemment, son nom complet, son adresse pour qu'on lui achemine le prix, la marque et l'année modèle de sa voiture, en fait, qu'on lui envoie la capuche adaptée à son modèle de véhicule. Et évidemment, le mot secret qui va être divulgué aujourd'hui, quelque part dans l'émission. Vous devez bien écouter pour avoir ce mot secret-là. Donc, c'est aussi simple que ça. Participez en très grand nombre et puis je suis bien content là, de vous faire bénéficier des avantages de ma capuche.
Je vous rappelle aussi que vous pouvez en tout temps nous poser des questions à question.silenceonroule.com et on va écouter, faire jouer vos questions et y répondre. Et justement, on a un auditeur français, je crois, Cédric, qui nous a posé une question. Alors, on l'écoute. Bonjour Martin, voilà, je me posais la question suivante. Maintenant qu'il fait un petit peu froid et que je vais de temps en temps me recharger sur des bornes rapides, je me demandais s'il était raisonnable de rester dans sa voiture au chaud durant la recharge, s'il n'y avait pas un risque particulier, peut-être dû au fait qu'il y a des courants importants, notamment lors de la recharge. Voilà, merci d'avance pour votre réponse. Mon cher Cédric, c'est une excellente question. Elle nous est souvent posée, que ce soit ici à Silence on Roule ou lors de conférences là, qu'on peut donner à l'occasion. En fait, je vous dirais, non, c'est même très sécuritaire, il n'y a pas de problème. Surtout avec les temps froids, lorsqu'on se recharge, même une borne rapide, on en a quand même pour plusieurs minutes, généralement. Donc, mieux vaut rester à l'intérieur du véhicule et même utiliser le chauffage, parce que bien sûr, si on utilise du chauffage, là, on va théoriquement ralentir un peu la recharge globale parce qu'on consomme un peu d'énergie pour se chauffer, mais il n'y a aucune raison de geler en hiver pendant qu'on se charge. Là. Donc, généralement, on peut, sur la quasi-totalité des modèles, démarrer la recharge et par la suite là, entamer le chauffage, faire circuler de l'air chaud dans le véhicule pour se garder au chaud. Il n'y a aucun risque que les forts courants causent que ce soit des incendies. Aucun. On ne peut jamais dire aucun, hein, vous comprenez, mais les risques d'incendie, en fait, sont très faibles. Je vous dirais, vous avez plus de chances de subir des brûlures suite à un feu ou une explosion en faisant le plein avec votre véhicule à essence qu'en rechargeant votre véhicule électrique. Donc, sur ce point, je vous rassure tout de suite, Cédric, vous pouvez rester dans votre véhicule bien au chaud tout au long de votre recharge. Aujourd'hui, on a évidemment un épisode très, très, très chargé. C'est le dernier épisode avant le spécial de Noël. Je vous rappelle que dans 2 semaines, notre épisode, c'est un épisode tout spécial, comme on fait toutes les années. Le top 10 des événements marquants de l'année, donc le top 10 de 2023. Alors moi, avec plusieurs invités, on va regarder là, les 10 événements qui nous ont le plus marqué dans l'année. C'est vraiment super intéressant. C'est sous forme d'échange. Écoutez ça, c'est toujours un épisode là, qui est très apprécié de la part de nos auditeurs. Également, dans cet épisode, on annonce les prix du public. Vous pouvez aller voter. Vote 2023.silenceonroule.com. Vote 2023.silenceonroule.com. On vous demande votre avis sur la meilleure voiture électrique qui a été lancée en 2023, la personnalité publique, etc. Donc, quelques questions de sondage comme ça et on vous divulgue lors du prochain épisode, dans 2 semaines, les gagnants dans les différentes catégories, gagnants que vous aurez, chers auditeurs, déterminés. Donc, c'est vraiment des prix là, par le public. C'est très intéressant. Donc, je vous disais aujourd'hui, épisode très chargé. On va avoir Laurent Gigon qui va nous parler évidemment de Tesla, Claude Gauthier avec sa chronique. Et on a en grande entrevue le ministre de l'Environnement, M. Benoît Charette, qui va nous parler. Très content de m'être entretenu avec lui. Je pense que vous allez vraiment apprécier cette entrevue-là. Donc, sans plus tarder, je vous invite à aller écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore, venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitres teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585.
La facturation des superchargeurs sur le site web de Tesla a été mise à jour plus tôt cette semaine. Les utilisateurs seront ou pourraient être facturés jusqu'à $1 américain aux États-Unis, évidemment, par minute, lorsqu'ils se rechargeront au-delà de 90% de leur capacité. Tesla ajoute que cette décision ne s'applique qu'aux stations occupées, mais ne définit pas encore clairement qu'est-ce qu'une station occupée ou le pourcentage d'utilisation qu'ils devront payer en supplément. Ces frais ont pour objectif d'inciter les conducteurs à ne facturer que le montant nécessaire pour leur trajet, plutôt que 100% de la capacité, tel qu'expliqué sur le site web. Il est généralement reconnu que les batteries sodium-ion produisent une densité énergétique inférieure à celle des cellules lithium-ion, mais elles offrent certains avantages et pourraient être un excellent choix sur les petits véhicules électriques. Le géant chinois de batterie CATL a dévoilé sa première génération de batteries sodium-ion en juin 2021 et depuis, plusieurs constructeurs automobiles chinois ont confirmé leur intention d'utiliser des batteries sodium-ion dans la production de certains véhicules. Un premier véhicule devrait bientôt être disponible. Le South China Morning Post, via Clean Energy Revolution, rapporte que des entreprises chinoises ont entamé la production de masse de batteries sodium-ion. Les manufacturiers ont commencé à mettre sur le marché les batteries sur le site chinois Taobao, visant principalement les scooters électriques pour le moment. La région de Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, qui regroupe 5 municipalités régionales du comté de Gaspésie au Québec, ainsi que des îles de la Madeleine dans le golfe du Saint-Laurent, souhaite électrifier entièrement sa flotte d'autobus publics. L'aide financière du Fonds municipal vert permettra de mettre en circulation 21 autobus électriques en Gaspésie, Île-de-la-Madeleine et dans l'Est du Québec. La Société de transport en commun rural de l'Est du Québec profite de l'occasion pour réduire ses émissions de 98%. La Régie intermunicipale de transport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine exploite une flotte d'autobus sur 18 circuits. Les itinéraires varient de 15 à 105 km et grâce à une contribution de 1,75 million du Fonds municipal vert, le régime souhaite se procurer 21 autobus électriques, dont 10 navettes de transport adaptées. Elle installera également 12 bornes de recharge sur l'ensemble de la zone de service. À la suite du lancement la semaine dernière du Cybertruck 2025, Tesla a inclus quelques surprises liées à la batterie, incluant la capacité d'utiliser ses véhicules électriques pour ajouter de l'énergie domestique de secours en cas de panne de courant. L'une des surprises concernant la batterie implique un prolongateur d'autonomie séparé monté dans le caisson du pick-up qui diminue l'espace disponible pour atteindre une autonomie initialement annoncée de 800 km. Cependant, le potentiel d'utilisation de la fonction PowerShare intégrée du Cybertruck devrait plaire aux amateurs. Avec la fonction PowerShare, Tesla permet une sauvegarde à domicile de 11,5 kW via le port de recharge ou une puissance allant jusqu'à 9,6 kW via 5 prises de courant dans le Cybertruck. Cela comprend 2 prises 20 A et 120 volts dans l'habitacle, 2 prises de courant 20 A, 120 volts dans la caisse de chargement et une prise de courant 40 A, 240 volts dans la caisse. N'importe laquelle de ces prises peut alimenter des outils de chantier ou de l'équipement de camping, entre autres. Selon une analyse du fournisseur de recherche Bloomberg NEF, à la suite de la hausse des prix sans précédent en 2022, le prix des batteries baisse à nouveau cette année. Le prix des batteries lithium-ion a chuté de 14% pour atteindre un nouveau record de 139 $ le kilowattheure. Cela s'explique par la baisse de prix des matières premières et des composantes, la capacité de production ayant augmenté dans l'ensemble de production des batteries, tandis que la croissance de la demande a été inférieure aux attentes dans certains secteurs. Vancouver a présenté le 4 décembre dernier son premier camion de pompiers électrique au Canada lors de son dévoilement au Centre de formation des services d'incendie et de sauvetage de Vancouver en Colombie-Britannique. Le service a dévoilé ce camion en grande pompe. Le camion de fabrication autrichienne s'inscrit dans le cadre de l'engagement de la ville à réduire ses émissions de sa flotte en passant par les véhicules électriques lorsqu'ils peuvent être remplacés. Le maire de Vancouver affirme que le camion de pompiers représente une étape importante et que la ville est fière d'être parmi les premières au Canada à ouvrir la voie avec son premier camion électrique. Cet automne a été dominé par les nouvelles pessimistes concernant le ralentissement de la demande américaine dans les voitures électriques. Ford et GM, 2 des constructeurs automobiles autrefois les plus optimistes quant à l'avenir électrique, ont évoqué le faible intérêt des consommateurs justifiant d'importantes réductions des véhicules électriques. La couverture médiatique a forcé ce manufacturier à se demander si les Américains voulaient passer aux voitures électriques ou si tout cela avait été qu'une grossière erreur.
Dans les faits, les États-Unis viennent de franchir une étape importante dans les ventes de véhicules électriques et selon le groupe de recherche Bloomberg NEF, pour la première fois, les Américains ont acheté 1 million de voitures électriques au cours d'une année civile. Et en 2023, ce n'est même pas terminé. Si vous prenez un peu de recul et que vous jetez un coup d'œil à la situation dans son ensemble, vous verrez qu'il est clair que les véhicules électriques représentent une réussite majeure. Pas plus tard qu'en 2020 seulement, environ 250 000 véhicules électriques étaient immatriculés aux États-Unis et le vent a grimpé, et ce, rapidement depuis. Une nouvelle solution de paiement de couche-tard et un système de paiement de Visa et Shiva AI rendra possible la recharge de véhicules électriques de façon plus pratique. C'est l'une des plaintes les plus courantes des conducteurs de véhicules électriques. Les différents réseaux de recharge exigent presque toujours que les clients paient avec différentes cartes et applications. Non seulement c'est irritant et gênant, mais c'est aussi un obstacle à l'adoption des véhicules électriques. Cependant, certaines entreprises cherchent des solutions et font un progrès pour résoudre le problème. Les conducteurs de véhicules électriques pourront désormais effectuer des paiements sans argent comptant aux bornes de recharge d'alimentation couche-tard grâce à un nouveau système en partenariat avec la compagnie Nuevi Corp, une entreprise de technologie de paiement basée à Montréal, et Nayax, un fournisseur mondial de solutions de paiement. Dans le même ordre d'idée, pour rationaliser l'expérience de recharge, la division Visa Acceptance Solutions s'est associée à Shiva AI, un fournisseur de solutions de paiement, pour lancer une nouvelle plateforme de tokenisation permettant de sécuriser la transaction pour divers services, notamment la recharge des véhicules électriques. Les deux solutions visent à créer des processus de paiement plus simples et transparents afin d'améliorer l'expérience utilisateur et l'efficacité de l'infrastructure de recharge publique. Vous aimeriez avoir une conférence par des vrais professionnels des voitures électriques? Faites confiance aux conférences de Silence on roule. Nous avons une panoplie de conférences allant de 30 minutes à 90 minutes. Pour plus d'informations et pour réserver votre conférence, écrivez à martin@silenceonroule.com. martin@silenceonroule.com. Lorsque vous rechargez votre véhicule, protégez votre prise contre les intempéries, la pluie et la neige. C'est imperméable, très résistant, facile à installer et à enlever. N'endommage pas votre véhicule car c'est un système sans aimant. Même avec antivol pour certains modèles. Cette housse protectrice de port de recharge est disponible en plusieurs couleurs. Noir, rouge, bleu, blanc, gris. 514-512-4652. Macapuche.com. La Chronique Tesla est une présentation de Fizz Électrique. Votre seul arrêt pour tous vos projets stratégie d'infrastructure électrique. Fizz Électrique, membre de la CEMEC. 418-836-8661 ou fize.ca. How do you plan a business where you know, the rocket business, you know some of these things are going to blow up on the launch pad? How does the business plan work? I don't really have a business plan. Chronique Tesla avec Laurent Gigon. Martin et moi avons déjà partagé nos impressions à chaud juste après l'événement des premières livraisons du Cybertruck. Et depuis, la plupart des spécifications manquantes ont été publiées sur le site américain, telles que le prix et l'autonomie. Alors ma première réaction, il s'agit d'un véhicule incroyable qui concentre un paquet de nouvelles technologies jamais implémentées dans le secteur automobile. Tesla a intégré tellement de nouvelles technologies dans le Cybertruck que ce qui a été confirmé lors de cette présentation. Commençons tout d'abord par les pièces coulées du véhicule issues de la machine Gigacast de 9000 tonnes de l'entreprise italienne Hydra, qui montre bien l'innovation de Tesla. La technologie PowerShare de Tesla est une autre nouveauté importante, permettant la recharge bidirectionnelle à partir du véhicule. Cela confirme les rumeurs et offre une capacité significative de réserve grâce à sa batterie de plus de 120 kWh. Tesla a également incorporé la compatibilité avec le connecteur mural universel pour faciliter la recharge bidirectionnelle. Cela nécessite d'autres équipements comme le Tesla Gateway et un interrupteur de secours, mais pour ceux qui ont déjà une configuration Powerwall, cela devrait être assez simple à mettre en place. En ce qui concerne le prix, Tesla a enfin révélé les détails. Voici quelques-unes des prix et configurations qui sont disponibles sur le site américain de Tesla. Donc, il y a 3 déclinaisons. Le Cyberbeast, qui est probablement un trimoteur, qui va être un des premiers livrés, donc en 2024. Autonomie estimée à peu près 515 km.
au prix de équivalent 135 500 $ canadiens, mais encore une fois, ça va dépendre de la conversion que fait Tesla. Ensuite, il y a la transmission intégrale, qui est la deuxième déclinaison du véhicule, qui va être disponible également en 2024. Avec lui, une autonomie de 547 km, donc la plus grande autonomie disponible, et un prix en dollars canadiens équivalent à peu près à 108 400 $. Et puis, pour 2025, le simple moteur, en fait, la propulsion arrière, sera donc disponible avec 400 km d'autonomie, à un prix de 82 600 $ canadiens. Bien que les spécifications soient assez proches de celles annoncées lors du dévoilement, le prix a été nettement majoré. Tesla a également annoncé une architecture haut voltage de 800 volts, un changement significatif par rapport aux autres véhicules de génération précédente qui utilisaient une architecture de 400 volts. Ils ont également mentionné une architecture électronique de 48 volts, telle qu'annoncée en mars lors de la journée des investisseurs, ce qui représente un changement important par rapport à la norme 12 volts bien connue dans le secteur automobile depuis très longtemps. Un autre point intéressant est le système de direction par fil sur lequel Tesla travaille depuis 6 ans. Cela change fondamentalement la manière dont un véhicule est piloté et sera présent pour la première fois dans un produit Tesla. À noter également que les 4 roues sont directionnelles, ce qui permet à cet imposant véhicule de tourner sur un rayon comparable à celui d'une modèle S. En termes de technologie embarquée, le Cybertruck propose une prise 240 volts et la possibilité de charger d'autres véhicules, ce qui est une autre nouveauté pour Tesla. La version Cyberbeast, donc avec 3 moteurs, offre une performance impressionnante avec un 0 à 100 km/h en 2,7 secondes et une autonomie de 515 km. Enfin, Tesla a introduit une option de prolongateur d'autonomie pour le Cybertruck, augmentant l'autonomie de jusqu'à 470 000, soit 755 km pour certains modèles. Cela implique une batterie supplémentaire qui se place dans la benne du camion à l'arrière. Une solution intéressante pour ceux qui ont besoin de plus d'autonomie. Le canal Top Gear a reçu Franz de Tesla qui a fourni plus de détails sur les décisions d'ingénierie et de conception. Il confirme que l'extension d'autonomie serait environ de 50 kWh et que la puissance de charge maximale serait de 350 kW avec les superchargeurs de version 4. En ce qui concerne la production, il vise à atteindre un rythme élevé vers la fin de l'année prochaine, donc fin 2024. On parle d'une cadence d'environ 250 000 véhicules par année. Également, cette semaine, Elon Musk a donné une entrevue à Sandy Munro. Sandy Munro semble très impressionné par les innovations et les fonctionnalités du Cybertruck, notamment en termes de technologie et de design. Il est particulièrement élogieux en ce qui concerne la maniabilité du véhicule, en particulier la capacité de tourner sur un sou grâce à la direction des 4 roues combinées avant et arrière. Cette fonctionnalité rend le Cybertruck très agile, surtout dans les espaces restreints. Sandy Munro note que l'intérieur du véhicule est spacieux et confortable, même pour les grands adultes, ce qui le rend pratique et agréable pour les passagers. Il exprime son admiration pour le design futuriste du Cybertruck en comparant ce véhicule à ce qu'on peut trouver dans les films de science-fiction comme Blade Runner. Sandy Munro apprécie les différentes capacités et fonctionnalités du véhicule comme les améliorations de la visibilité avec les caméras et le système de nettoyage des lentilles, ce qui montre une attention particulière aux détails dans la conception du véhicule. Globalement, Sandy Munro semble avoir une opinion très positive du Cybertruck, le considérant comme une avancée significative et un produit révolutionnaire pour l'industrie automobile. Le trouvant innovant, bien conçu et offrant une expérience utilisateur remarquable. Il le voit comme un véhicule emblématique qui intègre des fonctionnalités avant-gardistes et un design futuriste. Ensemble, ils reviennent sur la direction par câble en considérant que c'est une innovation significative du Cybertruck. Ce système signifie qu'il n'y a pas de connexion mécanique entre le volant et les roues. C'est similaire à la technologie utilisée dans les avions de ligne modernes où le manche et où le volant transmet simplement les commandes à l'ordinateur. L'avantage de ce système est qu'il permet d'ajuster le gain de la direction, c'est-à-dire le rapport entre le degré de rotation du volant et l'angle de braquage des roues. Ce réglage peut varier en fonction de la vitesse du véhicule. Par exemple, à basse vitesse, comme dans un stationnement, un petit mouvement du volant entraîne un grand mouvement des roues, facilitant ainsi les manœuvres. À haute vitesse, sur autoroute par exemple, le système ajuste le gain pour que les roues ne bougent que légèrement même avec un mouvement plus important du volant, augmentant ainsi la stabilité et la sécurité.
Ce système de direction par câble permet également d'intégrer la direction des roues arrière. Lorsqu'elle est combinée avec la direction des roues avant, cela donne au Cybertruck une agilité remarquable, notamment dans les espaces restreints, où il peut tourner presque comme une petite voiture malgré sa grande taille. Dans cette entrevue, ils ont également parlé du modèle à 25 000 $ qu'on annonce depuis pas mal d'années. Elon Musk parle clairement d'un nouveau modèle de véhicule électrique à venir, axé sur l'abordabilité et la production de masse avec des innovations significatives dans les méthodes de fabrication. Il mentionne que Tesla travaille sur un véhicule électrique à bas coût, destiné à être produit en très grande quantité. Ce véhicule serait visiblement positionné pour être plus abordable que les modèles actuels de Tesla. Elon Musk indique que l'équipe de Tesla est déjà bien avancée dans le travail sur ce nouveau véhicule. Il passe en revue les plans de ligne de production pour ce modèle chaque semaine, ce qui suggère une implication personnelle importante et une avancée significative dans le développement du projet. Il souligne que la révolution dans la fabrication représentée par ce nouveau modèle va surprendre les gens. Elon Musk laisse entendre que les techniques de production pour ce véhicule seront innovantes et différentes de tout ce qui s'est fait actuellement dans l'industrie automobile. La première ligne de production de ce véhicule sera située dans la Gigafactory du Texas, puis dans la future usine au Mexique. Il souligne que l'aspect le plus intéressant de ce nouveau modèle est son système de production, qu'il décrit comme étant loin en avance sur toute usine automobile existante sur la planète. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Vous venez de faire le saut vers l'électrique et devez réfléchir à vos recharges. Vous voulez une borne au chalet? Vous voulez une solution rapide et sans embûches? Il n'y a qu'une solution, Hydro Solutions. Depuis plus de 60 ans, Hydro Solutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main pour les bornes de recharge. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez une soumission gratuite et sans engagement de votre part au www.hydrosolutions.com. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche afin qu'ils prennent tout en charge. L'analyse de votre situation, l'installation d'une borne de qualité par un installateur certifié et même, au besoin, le financement sur 24 ou 48 mois. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydro Solutions, leur mission, vous simplifier la vie. Cette semaine, à Silence on roule, on a l'honneur d'avoir avec nous Benoît Charette, qui est ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. C'est tout un titre. Bonjour, monsieur le ministre. Un plaisir d'être avec vous. Ça va bien? Ça va très bien, très bien. On est vraiment honoré de vous avoir au podcast. Puis avant de commencer dans le vif du sujet, j'aimerais avoir votre opinion. Le podcast est quand même un média relativement jeune au Québec. Quelle place vous voyez pour le podcast dans les prochaines années? C'est fondamental, honnêtement. Tous les outils de communication deviennent des alliés pour transmettre une information là, qui est juste, qui est aussi véridique. Et on sait qu'on a encore à convaincre des gens au niveau de l'électrification des transports. Donc, merci d'y contribuer. Ça nous aide à faire passer le message et surtout à s'assurer que l'information juste puisse se faufiler entre les différentes chaumières du Québec. Vous avez bien raison. Puis il y a un sondage il y a quelques mois auprès de consommateurs là, ici au Québec, mais également ailleurs dans le monde, qui démontrait que le podcast prend tellement de place que pour la majorité des gens, ils accordaient une plus grande crédibilité et une véracité des faits plus grande chez les podcasteurs qui souvent sont très nichés comparativement aux médias traditionnels qui sont beaucoup plus, qui ont une information beaucoup plus large, beaucoup moins pointue, qui parfois passent à côté de certains détails importants. Donc, Silence on roule, on cadre là-dedans. Là, on parle d'électrification des transports depuis presque 8 ans maintenant. Donc, on est bien content de vous avoir avec nous. Puis, vous m'avez ouvert la porte. Donc, l'information juste sur l'électrification des transports. La première information qui est bonne à véhiculer, c'est notre position ici. Donc, quel est notre positionnement en électrification des transports pour le Québec, dans le Canada, mais également dans le monde entier? On se situe où, là? On est bon ou on n'est pas bon? On fait
Bonne figure, si on regarde au niveau de l'ensemble canadien, très certainement, mais même au niveau nord-américain, il y a 3 leaders en Amérique du Nord là, qui se démarquent davantage, que ce soit la Californie, que ce soit la Colombie-Britannique. Le Québec fait partie de ces 3 pelotons, en fait, de ce peloton de tête-là, que ce soit au niveau de notre réglementation, mais également au niveau de nos résultats. On va sans doute dans les prochaines semaines pouvoir dévoiler les chiffres pour le dernier trimestre complété, ultimement pour l'année 2023 en entier. Et on fait bonne figure, là, essentiellement, si on regarde les véhicules qui sont vendus ou qui sont mis en location au Québec, on s'améliore d'année en année. Et pourquoi on arrive à ces résultats-là? C'est qu'on a agi sur plusieurs fronts, que ce soit au niveau de la législation avec notre loi sur les véhicules zéro émission, que ce soit sur la réglementation qu'on a renforcée encore tout récemment, que ce soit sur la loi qui a été adoptée, qui vient interdire carrément la vente des véhicules thermiques à partir de 2035. Donc, tout ça a créé un écosystème très favorable, avec aussi naturellement les subventions qui sont accordées autant à l'achat que pour le réseau de recharge. Sans compter aussi notre stratégie de recharge là, qui a été dévoilée il y a quelques semaines. Donc, ce sont des éléments qui jouent en notre faveur et qui au final plutôt finissent par en influencer d'autres. On a adopté notre loi qui met fin à la vente des véhicules thermiques pour 2035 avant la Californie. L'Union européenne a adopté une loi semblable par la suite aussi. Donc, je ne sais pas que c'est le Québec qui, à lui seul, a réussi à influencer l'Union européenne ou la Californie, mais c'est dire qu'on est des précurseurs à bien des égards et on le voit au niveau du pourcentage de véhicules électriques là, qui sont vendus année après année. Si on se fie à cette progression, on pourra certainement être confiant là, d'atteindre notre cible de 2 millions de véhicules électriques pour 2030. Cet objectif-là de 2 millions de voitures électriques, plusieurs spécialistes dans le domaine affirment que c'est réaliste, que c'est réalisable, c'est ambitieux mais réalisable, mais que le renforcement de notre norme zéro émission est capital de façon à assurer la disponibilité des véhicules aux consommateurs. Comment voyez-vous là, le rôle de cette norme zéro émission-là dans les prochaines années? On a, il y a quelques semaines, tout juste renforcé justement cette réglementation-là pour obliger les constructeurs à atteindre des cibles précises dès les prochaines années pour pas attendre à 2034 pour ce qui est de la fin, là, l'année suivante de la vente des véhicules électriques, mais également pour l'atteindre la cible de 2030. La réglementation est très claire. Les constructeurs qui ne rendent pas disponibles ces modèles-là s'exposent à des pénalités, à des sanctions assez importantes. Donc, nous, c'est un renforcement qui est tout récent, qui date en fait, tout juste avant le début de l'automne. Et on mise sur les effets là, de ce changement réglementaire-là. Donc, l'approche qu'on retient au Québec, c'est pas tant de pénaliser l'acheteur ou l'acheteuse, mais plutôt de contraindre les constructeurs de rendre disponibles ces modèles-là, parce que c'est souvent un frein. Moi, je donne tout le temps l'exemple suivant. Si j'ai un véhicule et que j'ai un accident, malheureusement, avec ce véhicule-là, on souhaite toujours qu'il n'y ait pas de blessés ni rien, mais si j'ai un accident avec un véhicule, s'il est perte totale et que je dois le remplacer rapidement, ben, il y a bien des chances que le véhicule électrique ou le modèle que je souhaite ne soit pas disponible à court terme. Donc, cette personne-là, plus souvent qu'autrement, a à s'acheter un véhicule rapidement, passe de nouveau à un modèle thermique. Et c'est tout à fait différent lorsque c'est un achat qui est planifié. Si je sais que je dois changer de véhicule dans 1 an, sinon 2, selon le modèle électrique que je veux, je peux le planifier en conséquence. Donc, il faut que le modèle électrique soit disponible aussi pour la personne qui fait un achat qui était pas planifié, qui est arrivé un petit peu plus à l'improviste. Et c'est là où actuellement les consommateurs, les consommatrices peuvent être frustrés du manque de disponibilité des modèles qu'ils jugent intéressants. Et c'est là où la norme renforcée va obliger des résultats concrets là, au niveau des pourcentages de vente année après année.
On sait que l'objectif ultime, c'est la décarbonation de notre économie. L'électrification des transports est un moyen d'arriver à cette fin-là. En quoi l'électrification des transports est importante dans l'objectif ultime de décarboner notre économie? C'est crucial. Ça demeure encore essentiellement 83% de nos émissions. Si on pense aux véhicules passagers, on est à essentiellement 20% de nos émissions. Donc, c'est réellement un incontournable pour parvenir à ces résultats-là. Donc, c'est la raison pour laquelle on met des efforts, je vous le disais, autant pour la disponibilité des véhicules, mais également pour tout ce qui est recharge, pour également l'achat facilité avec des subventions. On veut passer à l'étape supérieure. Puis dans les faits, là, on est encore dans les convertis, j'oserais dire. Ceux qui sont intéressés ont soit déjà un modèle électrique à leur disposition ou ont pris l'engagement ou ont pris la résolution que le prochain le sera, mais il faut maintenant s'attaquer à ceux qui sont peut-être un petit peu plus rébarbatifs, qui sont aussi un petit peu plus réticents ou hésitants à passer au modèle électrique. Tout à l'heure, on se disait d'entrée de jeu, la communication des podcasts spécialisés notamment aide à faire cet exercice pédagogique-là. Il faut maintenant là, convaincre celles et ceux qui pensent que c'est une technologie qui n'est pas encore assez mature, qui ne répond pas à leurs besoins. Donc, il y a tout un écosystème là, qui se développe au Québec et on ne peut pas atteindre notre cible de réduction de gaz à effet de serre si on ne diminue pas de façon significative nos émissions là, au niveau des transports. Tout à l'heure, vous avez énuméré une série de mesures qu'a mis en place votre gouvernement pour arriver à cette fin-là de décarbonation. Et vous avez, entre autres, nommé le dépôt de la stratégie québécoise sur la recharge. Bon, moi, je la connais bien. Les gens qui œuvrent dans le milieu également n'ont probablement entendu parler, ils l'ont probablement lu avec grand intérêt. Mais monsieur, madame, tout le monde est peut-être moins au fait de cette nouvelle-là. J'aimerais que vous nous en parliez. Qu'est-ce que c'est que cette stratégie québécoise sur la recharge? C'est essentiellement 750 millions de dollars là, au cours des prochaines années qui seront investis pour rendre disponible cette recharge-là. Concrètement, ça veut dire installer tout près de 7000 bornes de recharge rapide. C'est aussi l'installation là, de plus de 110 000 bornes de recharge publique de niveau 2. Ça, c'est sans compter naturellement les bornes de recharge que les gens peuvent installer directement à la maison là, s'ils ont la possibilité de le faire. Donc, c'est s'assurer que la personne ait une borne de recharge là où elle se trouve pour être en mesure de compléter son trajet. Donc, c'est des investissements qui sont majeurs. Et ça va nous permettre de garder ce rôle de leader en Amérique du Nord parce qu'on a déjà le réseau de bornes de recharge le plus élaboré. On a déjà quand même un réseau là qui est fiable, mais avec ces ajouts-là, c'est quelque chose de majeur là, qui aidera la différence. On veut aussi de la recharge au niveau des cases de stationnement. On veut également parler là, de ceux qui sont orphelins de recharge un petit peu partout là où ils peuvent se retrouver sur le territoire. Donc, c'est un avantage majeur qu'on veut offrir aux électromobilistes. Et sans cette infrastructure-là, on ne convaincra pas celles et ceux dont on parlait il y a quelques instants qui sont encore réticents ou encore hésitants à passer à un véhicule électrique parce qu'ils vont se dire à juste titre, c'est bien beau, mais si je peux pas me rendre à telle destination parce qu'il n'y a pas de recharge sur mon trajet, ça demeure une utopie en quelque sorte. Donc, on travaille réellement sur tous les fronts pour s'assurer de la disponibilité du véhicule, naturellement, mais également de la possibilité de le recharger là où le besoin va se faire ressentir. Ça, c'est pour les voitures passagers, mais on sait qu'on a des engagements fermes aussi au niveau, que ce soit par exemple des autobus scolaires. Éventuellement, on va parler davantage de camionnage électrifié. Il faudra s'assurer d'avoir la bonne borne au bon endroit. Donc, ce sont tous des éléments là, qui sont inclus dans la stratégie en question, qui est très bien financée.
parce que ça, c'est un autre défi. On peut avoir de bonnes idées, mais si on n'a pas de moyens pour les réaliser, on ne s'aide pas. Et là, on a le financement là, qui est confirmé au niveau de la stratégie de recherche, qui a d'ailleurs été présentée par le premier ministre en septembre dernier. Et c'est effectivement une super belle stratégie qui a été déposée, qui a été d'ailleurs, je pense, très bien accueillie et applaudie là, par les différents acteurs du milieu. C'est l'autre partie de l'équation hyper importante. Les véhicules, c'est une chose, mais l'infrastructure de recharge, c'est crucial, là, c'est très interrelié. Vous avez parlé de plusieurs choses, mais entre autres d'augmentation de l'offre en termes de recharge publique, donc une augmentation assez importante. Évidemment, il faut suivre aussi le nombre de véhicules qui va augmenter, donc il faut augmenter le nombre de bornes conséquemment. Vous avez parlé également d'orphelins de bornes qui vont dépendre parce qu'ils vivent dans un milieu urbain, par exemple, où ils n'ont pas de cases de stationnement privées, se stationnent en bordure de la chaussée, etc. Donc, on doit améliorer l'offre. Qui dit améliorer l'offre, dit augmenter le nombre de points de recharge sur la chaussée, sur la voie publique. Est-ce qu'il n'y a pas là, parce qu'on entend souvent ce commentaire-là, est-ce qu'il n'y a pas là un risque de, je veux dire, pollution visuelle? Donc, on ne peut quand même pas tapisser les rues de Montréal de bornes de recharge pour les véhicules. Comment on entend intégrer ce mobilier urbain-là dans la réalité de grandes villes comme Montréal ou Québec, par exemple? La question est pertinente. En même temps, l'électrification des transports fait non seulement partie du discours, mais de la réalité. Donc, les gens ont pris un petit peu l'habitude là, de côtoyer de ces infrastructures de recharge. Et on a quelques villes qui déjà ont reçu un financement spécifique pour les aider à se décarboner, que ce soit Montréal, que ce soit Québec, que ce soit Laval, que ce soit Victoriaville, que ce soit Gatineau. Et dans chacun des cas, il y a plusieurs mesures là, que ces municipalités-là veulent mettre en place. Dans certains cas, c'est décarboner leur bâtiment, mais dans tous les cas, il y a aussi un aspect de développer leur réseau de bornes de recharge. Donc, la recharge sur rue. Certains diront que c'est pas particulièrement esthétique, mais ça fait partie d'une réalité qui est de plus en plus présente et qui le sera davantage. Mais autant au niveau de l'urbanisme qu'au niveau des besoins, il y a un équilibre qui peut se développer sans problème là, et qui déjà se développe là, à travers les villes en question, mais qui va généraliser à l'ensemble du Québec. Un corollaire un peu à cette question-là, donc on parlait de l'impact visuel, de mettre beaucoup de bornes parce qu'on va avoir des besoins, surtout dans les grands centres urbains, pour les gens qui n'ont pas accès à la borne à la maison. Mais il y a aussi le fait que, bon, même si on a notre propre résidence dans laquelle on va installer dans notre garage ou sur le côté de la maison notre borne personnelle, c'est une multitude de points de recharge qui vont apparaître, donc une demande accrue sur le réseau. Et là, on commence à parler... et puis, à silence son rôle, on l'a souvent fait expliquer avec beaucoup de nuances la différence entre des besoins en énergie, des besoins en puissance. Mais là, dans le cas de bornes de recharge individuelle, on parle vraiment de besoins en puissance. Comment on va faire face à cette demande d'électricité-là à l'heure du souper, quand tout le monde finit de travailler, arrive à la maison puis branche sa bagnole qui va tirer entre 6 et 10 kilowatts d'énergie sur le réseau? N'y a-t-il pas là le risque d'amener une demande accrue sur le réseau de distribution d'Hydro-Québec et de ce fait d'avoir un besoin de modernisation du réseau d'Hydro-Québec pour faire face à cette demande-là? C'est une autre bonne question. Et d'ailleurs, sous peu, il n'y aura plus de financement possible pour les bornes qui ne sont pas intelligentes, justement, parce que la question se pose. C'est un débat, non pas un débat, mais des échanges que nous avons régulièrement avec Hydro-Québec. Son président, Michael Sebia, récemment à l'Assemblée nationale, est venu faire un portrait de situation, en quelque sorte, sur l'état de l'énergie au Québec. Donc, oui, il faut s'en soucier. Oui, il faut se concerter. Il y a différents ministères qui sont impliqués. Il y a naturellement aussi Hydro-Québec qui fait partie de l'équation. Donc, faut réellement passer aux bornes intelligentes qui seront une partie essentielle là, de la solution. Et à l'inverse, à partir du moment où on aura généralisé l'usage de ces bornes intelligentes, les voitures
pourront aider le réseau électrique encore, que ce soit de panne en aidant à la recharge ou en rendant disponible l'électricité pour les éléments centraux de nos domiciles. Donc, les bornes intelligentes vont clairement faire une différence à ce niveau-là et la technologie évolue rapidement à ce niveau-là, mais déjà, il y a des applications concrètes et disponibles là, qui peuvent faire une différence intéressante. Le temps file rapidement et puis j'aimerais qu'on termine avec un bloc. Parlons du futur. Donc, ça, on regarde en avant maintenant et on se projette. Là, et je comprends que ce qu'on fait maintenant, ce que vous avez annoncé, c'est pour se préparer pour le futur. Mais si on regarde encore plus loin, est-ce qu'il y a des prochaines étapes? Est-ce que vous prévoyez l'étape 2, 3 ou 4 de ce plan-là? Vers quoi on s'en va? Vers quoi le gouvernement regarde comme prochaine étape pour aider l'électrification des transports et aider à se décarboner? Une des prochaines étapes dont on parlera au cours des prochains mois, des prochaines années, c'est au niveau, par exemple, du transport, que ce soit du transport urbain, que ce soit éventuellement aussi le transport lourd. Le défi plus important à ce niveau-là, je dois vous avouer, d'un point de vue technologique, mais c'est certainement une des étapes qui est aussi incontournable dans le défi de l'électrification des transports. Mais on a une technologie là, qui est aujourd'hui assez mature au niveau du transport de marchandises urbain. Donc, on risque de voir des avancées importantes au niveau de la réglementation là, dans les toutes prochaines années à ce niveau-là. Et à moyen terme, je vous dirais, c'est de s'assurer que notre réglementation est toujours à niveau. Tout à l'heure, je vous parlais du renforcement de la norme VZE. On pense avoir trouvé le bon rythme, mais si on devait réaliser que ça ne correspond pas à la vitesse de croisière qu'on veut obtenir, il n'est pas interdit qu'on ait à la renforcer encore davantage éventuellement. Donc, faut rester à l'affût, faut rester vigilant pour s'assurer que notre réglementation est toujours en mesure de répondre à nos objectifs. Donc, il y aura vraisemblablement d'autres ajustements réglementaires à différents niveaux au cours des prochaines années. Et on peut pas naturellement travailler le marché seul. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure, je vous parlais de 3 États là, en Amérique du Nord qui se démarquent. On travaille étroitement avec la Californie, on travaille étroitement avec la Colombie-Britannique à ce niveau-là pour justement s'assurer là, qu'on crée le marché le plus important possible. Et bien que tous ne soient pas au même niveau parmi les États intéressés, il y a aussi d'autres États aux États-Unis qui démontrent de plus en plus d'intérêt pour l'électrification de leur transport et on fait partie de différentes associations qui nous permettent de travailler avec ces États-là pour s'assurer qu'on crée le marché encore le plus grand possible pour naturellement s'assurer de l'approvisionnement facilité là, des véhicules qui seront de plus en plus en demande. Et si on parle de futur, je suis d'autant plus encouragé que je regarde les principaux constructeurs, qu'ils soient américains, qu'ils soient coréens, qu'ils soient européens. La plupart de ces constructeurs-là ont pris des engagements très fermes dès les prochaines années d'augmenter non seulement la disponibilité de leur modèle, mais d'augmenter significativement leur modèle aussi. Plusieurs de ces constructeurs ont même pris des engagements pour mettre fin, que ce soit en 2030, 2035, 2040, tout dépendant des constructeurs, à la fabrication même de véhicules thermiques. Donc, c'est réellement un domaine qui a évolué à vitesse grand V au cours des dernières années, mais qui va continuer à évoluer à grande vitesse là, au cours des prochaines années. C'est tout simplement emballant. C'est fascinant d'être témoin de tout ça et surtout de voir, surtout rassuré et intéressé de voir l'intérêt toujours grandissant là, des citoyens envers ces nouvelles formes de transport et de mobilité. Ah, vous avez tout à fait raison. Hein, quand on a des grosses vagues de changements comme celle qu'on vit là, il y a 2 façons de le voir. Hein. Il y a de avoir peur de prendre un bouillon puis de se ramasser avec la vague par-dessus la tête. L'autre façon, c'est de monter sur la vague avec une planche puis de surfer dessus. Puis je trouve, en tout cas, personnellement, je me permets de dire que je trouve que le Québec a décidé de faire du surf sur la vague dans le sens positif du terme, c'est-à-dire que ce changement-là est inévitable, il faut le faire, puis plutôt que de résister, ben non seulement on embarque, mais on veut être des leaders, donc ça, c'est tout à notre honneur. Comme dernière question en terminant, je sais que vous l'avez abordé très brièvement tantôt, mais la question est tellement souvent posée que je ne peux pas ne pas vous la poser.
on sait que pour être capable de passer aux prochaines étapes, certaines juridictions, en Europe particulièrement, ont décidé de pas seulement récompenser les gestes positifs, mais à un certain moment de décourager les gestes plus négatifs, par exemple avec des principes de taxes supplémentaires sur les véhicules plus pollueurs ou plus gros. Donc, le Québec a toujours œuvré dans l'encouragement aux gestes positifs, mais est-ce que vous croyez qu'à un moment donné, on va devoir arriver à un point où on devra décourager les derniers récalcitrants qui ne voudront pas faire le tournant vers un transport un peu plus propre? Vous l'avez mentionné, on a surtout retenu une approche dite de la carotte au Québec, donc donner des incitatifs au niveau des consommateurs, des consommatrices, mais il y a un malus important qui est quand même imposé, sauf qu'on l'impose aux constructeurs eux-mêmes. Et c'est sans doute l'approche qui est susceptible de générer le plus grand changement sans frustrer les citoyens et citoyennes dont on a besoin pour justement créer une mobilisation en faveur de la lutte au changement climatique et non pas en se les mettant à dos. Mais le malus, il existe, mais il existe auprès des constructeurs. Je le mentionnais tout à l'heure, les pénalités peuvent se calculer en montant faramineux au cours des prochaines années pour les constructeurs qui ne rencontreront pas les objectifs en termes de pourcentage de vente qui sont requis. Donc, c'est eux qui ont cette pression-là. Autrement, les citoyens, les citoyennes, on veut les garder mobilisés. Le fardeau fiscal au Québec est déjà excessivement lourd, donc c'est pas l'avenue qu'on a préconisée justement pour les inviter. Vous parliez de surf et de vagues tout à l'heure pour les inciter à venir surfer avec nous. On veut les mobiliser, non pas les décourager. Mais faut pas perdre de vue là, que le malus est très, très fort, mais auprès des constructeurs eux-mêmes. Monsieur Charette, merci beaucoup pour votre générosité avec nous aujourd'hui, puis je vous souhaite de joyeuses fêtes à vous et votre famille. Prenez le temps de vous reposer, vous l'avez mérité. Un réel plaisir. Merci de l'invitation et salutations. Je vous transmets mes vœux également, mais également à tous vos auditeurs, auditrices. Merci là, pour votre intérêt pour toutes les questions afférentes à l'électrification des transports. Évidemment, vous êtes toujours le bienvenu. Si vous avez des messages à partager avec nous, ça nous fera plaisir. C'est bien gentil. Au plaisir. Une bonne fin de journée à vous. Merci. Au revoir. Alors, pour ceux qui veulent participer au concours Ma Capuche, pour gagner la capuche, vous avez besoin du mot de passe. Le code secret, je vous le donne à l'instant. Il s'agit de décarbonation. Je répète, décarbonation. Bonne chance. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 boulevard Parkway à Anjou, 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. Les réflexions branchées de Claude Gauthier. Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai voulu vous parler du programme, donc en tant que tel, c'est la stratégie québécoise sur la recharge de véhicules électriques qui est annoncée. C'est annoncé au mois de septembre.
j'ai quand même vérifié ça. J'avais hâte de voir un peu les paramètres, qu'est-ce qui allait en ressortir. On n'a pas eu beaucoup de choses à date, là, je veux dire, par rapport aux nouvelles subventions. Il y a toujours les subventions là, pour les bornes résidentielles, les bornes multilogements. Le programme n'a pas été changé, c'est la même chose. Il y a le programme là, pour le transport, donc Transport Vert, qui est encore toujours là. Et j'ai hâte de voir, je sais qu'il y a quelques petites affaires qui ont été annoncées, dont entre autres, les bornes de recharge résidentielles qui devront être, on n'a pas encore la date, là, sauf qu'on sait que ça va devenir obligatoire que les bornes soient avec une application, donc des bornes intelligentes. Et on sait que dans les cibles du gouvernement en tant que tel, ce qu'il veut, c'est qu'en 2030, qu'il y ait 35% des places de stationnement là, dans les bâtiments multilogements, donc on dit environ 600 000 places, voyons, j'ai de la misère, seront adaptées pour permettre l'installation. Donc, c'est pas un dossier, je vous dirais, là, pour travailler là-dedans, là, vous savez, avec mon entreprise, c'est ce qu'on fait, là, c'est jamais évident d'aller installer des bornes de recharge pour des condos, parce qu'à date, bien souvent, c'est les gens qui nous appellent et qui nous demandent pour aller installer une borne, donc ils veulent avoir une borne individuelle, alors que ça serait souvent, en tout cas je pense, plus facile de faire l'installation pour le condo au complet s'il y avait une entrée électrique qui était dédiée. Donc on part du poteau, puis on met tout simplement dehors un panneau, puis on raccorde des bornes, puis après ça, les gens paient. Donc s'il y avait un syndicat de condo qui se disait, bon, ben on va faire ça comme ça serait, je pense, en tout cas, plus facile pour l'installation. C'est peut-être ce qui va arriver là, dans un proche avenir. Puis, je voulais plus regarder là, pour les bornes de recharge rapide, donc les BSCC. Donc, on dit qu'en 2030, le Québec disposera de 6700 bornes de recharge rapide. Donc, c'est beaucoup plus, même si on en a déjà beaucoup, c'est quand même beaucoup plus que qu'est-ce qu'on a en ce moment. J'ai diverses entreprises qui m'ont contacté parce qu'elles sont... c'est intéressant de voir qu'il y a des entreprises privées qui se disent, bon, bien, peut-être que ça serait le temps que j'embarque puis que j'installe des bornes de recharge. Donc, j'essaie d'évaluer avec eux un peu par rapport aux coûts, les revenus, tout ça. Je dois vous avouer qu'à date, c'est pas quelque chose que je recommande à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait une subvention qui vienne avec. Donc, on sait que Ressources naturelles Canada avait donné des subventions pour l'infrastructure des programmes des bornes de recharge. Donc, c'est pour ça que j'ai hâte de voir ce que le gouvernement québécois va annoncer de ce côté-là. Quand aussi les nouvelles subventions, quand ça va ouvrir au printemps, on dit au printemps 2024. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va être attribué. Puis là, bien, c'est sûr que moi, je vais pouvoir recommuniquer avec les entreprises qui ont communiqué avec moi. Donc, j'ai regardé un peu. Admettons une borne de 100 kW. Donc, qu'est-ce que ça pourrait représenter? Donc, premièrement, je dois vous dire, là, une borne de 100 kW, on peut facilement parler d'un investissement là, de 90 000 là. Donc, dites-vous que si vous voulez installer une borne, tout compris, là, on ne parle pas juste de la borne, là, mais l'installation, l'infrastructure qui vient avec tout ça. Donc, c'est un 90 000 $. Puis, quand on regarde du côté des clients, donc, admettons que quelqu'un recharge et a 50 kWh d'énergie, là, donc qu'il a pris. En tant que tel, le coût en électricité là, sur le tarif BR, c'est plus ou moins environ 8 $. Et la facturation, donc là, on suit la tarification du circuit électrique. C'est sûr qu'il y a d'autres réseaux qui ont différentes tarifications, mais j'ai calculé avec la tarification là, du circuit électrique. Je suis allé avec, en calculant le tarif BR, là, j'ai les informations, puis j'ai regardé avec mes propres recharges à moi, donc aux environs de 50 kWh sur une borne de 100 kW, bien c'est environ 18 $. Donc on peut dire que pour 8 $ du coût d'électricité, vous allez avoir un revenu de 18 $, donc il vous reste 10 $ dans vos poches. Mais là, il faut que vous disiez que
10 $ dans vos poches avant de pouvoir repayer le 90 000 $, là, ça va en prendre des recharges. Hein? Ça va en prendre pas mal. Dans une journée, dans une semaine, dans un mois, dans une année. Et je dois vous avouer qu'à date, avec les calculs que je fais, donc c'est plus ou moins rentable parce que la borne, bien, vous allez avoir de l'entretien à faire dessus, puis au bout d'un certain temps, la borne, elle vient qui est plus utilisable. Donc, j'ai hâte de voir ce que le gouvernement va annoncer s'il veut avoir des BRCC, donc des bornes de recharge à courant continu rapide. Qu'est-ce qui va venir avec ça? Parce que c'est sûr que si quelqu'un, demain matin, dit « Bon, ben moi, je vais investir, je vais sortir l'argent de mes poches, puis faire avec, là, c'est pas une business qui est très, très rentable. » Donc là-dessus, à la prochaine. Avec le coût du carburant qui explose et l'enjeu climatique à nos portes, c'est le moment de se tourner vers des solutions durables. Chez Cubex Équipement, nous accompagnons les municipalités et les entreprises à faire ce virage vert en offrant des options 100% électriques. Depuis 2021, le Max-EV a fait son entrée remarquée sur le marché des véhicules utilitaires électriques compacts à basse vitesse. Il se distingue largement de la compétition. Les avantages d'un camion électrique sont grands. Des coûts d'opération beaucoup plus bas, aucun besoin d'éteindre le véhicule à l'arrêt, des coûts d'entretien fortement réduits et zéro émission de CO2. Le Max-EV est doté d'une transmission efficace, d'une suspension indépendante aux 4 roues, des freins à disque hydrauliques ainsi que le chauffage et la climatisation. C'est actuellement le seul véhicule de sa catégorie à être doté de batteries lithium-ion ultra performantes à pouvoir tirer une remorque jusqu'à 1500 livres. Boîte ouverte, benne basculante, boîte cargo ou porte-échelle, Cubex Équipement saura vous fournir le modèle de Max-EV qui saura faciliter votre travail au quotidien. Le Max-EV est éligible à une subvention de 12 500 $. Pour en savoir plus, contactez-nous au 1-877-GO-CUBEX ou visitez le www.cubexltee.com. Voici les prochains événements dans le monde de l'électromobilité. Il y aura un kiosque virtuel le 12 décembre à 19h. Vous pouvez aller sur le site de l'AVEC pour vous y inscrire. Des experts vont répondre à vos questions. L'AVEC sera au Salon international de l'Auto de Montréal. C'est du 19 au 28 janvier au Palais des Congrès. Et finalement, l'AVEC sera au Festival Plaisir et Tradition 2024 le 27 janvier de 10h à 16h. C'est au Centre Guy Melançon à l'Épiphanie. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs, c'est-à-dire le ministre Benoît Charette, ensuite Laurent Gigon et Claude Gauthier. À la recherche, Martin Archambault, Stéphane Levert. Merci aux chroniqueurs Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Daniel Rochefort. Aux communications, Marie-Hélène Hamelin, thème musical François Villot, Luc Poirier et Marie-France Falardeau. Réalisation et production, les studios Basses. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, c'est-à-dire Hydrosolutions, Précision PPF, Vitres teintées, Cubex Équipement, Fizz électrique, Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmot et l'Association des voitures électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceroule.com et pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez le site de l'AVEC au www.avq.ca. Si vous avez des besoins de consulter nos archives de tous nos épisodes, c'est disponible au archives-au-pluriel.silenceonroule.com. Finalement, vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale, c'est au question.silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.